Une actualité économique extrêmement fournie à l'étranger et en France avec différents effets mais une même cause, la pandémie. Alors en France, beaucoup de choses vont changer pour le fonds de solidarité. L'exécutif et notamment Bruno Le Maire a annoncé une nouvelle modification pour ce fonds qui est destiné aux grosses structures et qui est destiné à les aider à traverser cette crise sanitaire avec une modification des aides qui vont leur être apporter des aides plus amples qui sous-entend que l'exécutif pense ou sait que cette pandémie va exiger plus d'aide pour que ces entreprises traversent la crise. Et justement, pour en parler, nous sommes en compagnie d'un grand économiste français, Robert Boyer. Bonjour monsieur, merci d'être là. Vous publiez Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie aux éditions La Découverte. Vous êtes l'un des fondateurs de l'école de la régulation, cette école de la régulation qui est hétérodoxe, c'est-à-dire qu'elle est sceptique, mais vous le direz mieux que moi, vis-à-vis des théories néolibérales en économie, et qu'elle s'est particulièrement intéressée à ce qui arrive entre la croissance et la crise, aux manières dont les crises naissent en période telle qu'aujourd'hui et telle que nous les avons vécues après les 30 glorieuses. Et c'est la raison pour laquelle votre regard sur cette crise particulière que nous traversons importe. Le fait que le gouvernement ait décidé qu'il fallait plus d'aide pour les grandes entreprises. Qu'est-ce que ça vous inspire, Robert Boyer ? Eh bien, l'obscurité de l'avenir créée par la Covid-19. Lorsque ce plan a été décidé de larges indemnisations de temps partiel, on imaginait qu'une rapide victoire sur le virus conduirait à une reprise de l'économie à la fin de l'année 2020. Et nous découvrons en quelque sorte, le politique reprenait la main et le virus était un accident. Et vous avez vu qu'à travers la diffusion nationale et internationale du virus, c'est le virus qui mène la danse. De telle sorte que ces actualisations consistent à prendre en compte deux choses. La durée qui est inattendue de confinement, et deuxièmement, le fait que l'économie ne sortira pas identique à ce qu'on avait imaginé. Parce que je me souviens très très bien ce discours qui m'avait choqué. Nous préservons l'économie pour qu'elle sorte intacte. Et ça, à la lumière des grandes pandémies, c'est impossible. Les économies sont toujours sorties très différentes dans leur configuration. Donc j'interprète ces éléments comme la prise en considération qu'on a mal maîtrisé l'anticipation. Là où c'est plus préoccupant, c'est que nous savons comment nous sommes rentrés, mais personne ne sait comment sortir. En particulier, la grande question. Vous voyez très bien que les autorisations administratives de fonctionner et de non fonctionner déterminent la viabilité des firmes. Le fait qu'on ouvre certains secteurs de l'économie et que d'autres restent fermés. Voilà. Et du coup, ce n'est pas un mécanisme schumpeterien de marché, c'est un mécanisme administratif. Donc c'est la poule et l'œuf. Il faut que vous nous expliquiez ce qu'est un mécanisme schumpeterien. Le mécanisme schumpeterien, c'est que vous avez un marché qui fonctionne correctement et les entreprises qui ont le meilleur rapport prix-qualité triomphent par le mécanisme de la concurrence. Alors que vous voyez que les firmes qui vont survivre seront celles qui seront compétitives, mais qui pourront fonctionner compte tenu de la pandémie. Et de telle façon que le serpent se mord la queue, puisque ce sont des décisions publiques qui vont déterminer qui veut survivre. Et alors, et c'est ça où on voit mal, c'est pas une économie, une épidémie malthusienne, si vous voulez, démographique, puisque c'est complètement médiatisé par le politique. Alors là aussi, il faut que vous nous expliquiez une économie. Alors, on pourrait imaginer dans les précédentes pandémies, face à l'incapacité des autorités publiques, elles s'arrêtaient lorsque le virus, la bactérie ou le microbe avait fait tous ses dégâts. Donc, en quelque sorte, c'était comme les grandes pestes noires, si vous voulez. C'est un mécanisme purement virologique, si vous voulez. Là, la sortie de crise est bien différente. C'est un mécanisme qui implique les décisions politiques d'organisation de l'économie. Et donc il nous faut une analyse d'économie politique, si vous voulez. Mais alors, justement, si l'on compare cette pandémie avec les pandémies antérieures, parce qu'il y a beaucoup d'autres exemples, Robert Boyer, d'épidémies, celle-ci, à l'époque, avait malheureusement pour conséquence principale de tuer beaucoup de monde. Et donc, eh bien, l'économie devait se réorganiser parce qu'il y avait moins de bras et moins de bouches aussi.
Aujourd'hui, rien de tel. Il y a des morts, mais beaucoup moins que par le passé. Et il y a un coma qui est provoqué pour une partie de l'économie. Par exemple, les aides aujourd'hui, elles touchent particulièrement la restauration et l'hôtellerie, puisque ce sont deux secteurs qui souffrent beaucoup. Si on essaye justement de tirer des enseignements de ces pandémies du passé, Robert Boyer, que diriez-vous? Alors, je crois que il y a plusieurs nouveautés. La première, c'est qu'on est rentré en surestimant les capacités de la biologie. Je me souviens de rencontrer des médecins. Mhm. Avec tous les progrès de la médecine, les pandémies sont des petites choses. Alors, le diagnostic n'était pas totalement faux, puisque vous avez vu, grâce au décryptage de l'ADN, voilà que nous avons plusieurs vaccins. Donc, il y a eu un progrès. Mais vous avez vu que ça a pris du temps. On ne l'a pas trouvé instantanément. Alors, ça a été rapide, mais pour nous, évidemment, ça a duré très longtemps. Bien sûr. L'autre élément est que les décisions économiques l'ont emporté. Alors, en quelque sorte, les gouvernements, brutalement, vous savez, ils étaient obsédés par les déficits publics, par l'inflation. Vous avez vu que, brutalement, pour l'opinion publique, il fallait minimiser le nombre de morts qui se traduisait par ne pas saturer les hôpitaux. Donc, vous avez eu un basculement complet des objectifs des gouvernants. En quelque sorte, minimiser le nombre de morts parce que la vie, c'est l'aspect essentiel. Et vous voyez que c'est un renversement tout à fait complet. De telle sorte qu'on a beaucoup minimisé, par rapport à ce qu'on a pu redouter d'autres pandémies, la mortalité. Mais au prix de la congélation, si vous voulez, d'une grande partie de l'économie. Et alors, si la congélation avait été brève, imaginez une victoire, prenons l'exemple de la Chine, si vous voulez. En 4 mois, on avait éradiqué la première. Vous avez vu que les prévisions pour cette année, c'était avant la reprise, hélas, 5% de croissance. Mais, attendez, donc nous nous sommes placés comme si nous pouvions rééditer la Chine. Non, les structures politiques, les normes, les valeurs ne sont pas celles-là. Et nous tombons sur la valse hésitation, ne pas trop compromettre l'économie, mais tout en minimisant les modèles. Et le gouvernement danse une vaste hésitation. Tantôt, je défends la santé, tantôt, on peut le voir comme, en gros, un dialogue difficile entre le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie, arbitré par le président. C'est-à-dire qu'on a l'impératif politique, l'impératif de sanitaire. Et effectivement, l'opinion publique est très sensible à la réduction de la morbidité, de la mortalité, parce que toutes les familles finissent par être touchées. Regardez le cas des États-Unis. Au début, c'était moindre. Maintenant... toutes les familles ont réalisé que ce n'était pas un danger potentiel, si vous voulez. Et du coup, c'est ça la grande nouveauté de la dynamique. La deuxième nouveauté, c'est la synchronisation des politiques. 2 tiers de l'humanité a été confinée quasiment. Et ça nous fait apparaître la sécurité sanitaire comme un bien mondial. Et ça, alors bien sûr, elles étaient mondiales, mais à travers les médias, nous avons là une prise de conscience sans précédent. Justement, le choix de ce confinement, qui continue d'ailleurs, parce qu'un certain nombre de pays aujourd'hui, la Tunisie par exemple, se confinent, Robert Boyer, et il y a eu une forme de mimétisme. Alors, laissez-moi vous dire, c'est la faute à l'incertitude radicale. Si j'avais une maladie traditionnelle, je ne sais pas, on a des procédures médicales, donc il n'y a aucune incertitude. Parce que on peut détecter une mauvaise pratique. Là, tout le monde est pris de court par ce virus. Il faut détecter quels sont ses vecteurs, quelles sont les thérapies, quelles sont les stratégies, les procédures. Et du coup, la solution consistera à minimiser le risque. Et donc, si vous voulez, au lieu d'optimiser la politique, on va essayer de se tourner que font les autres. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est par exemple l'étude de l'Imperial College, qui avait fait des projections apocalyptiques sur le nombre de morts au Royaume-Uni, a fait tache d'huile dans tous les pays, s'en sont recommandés. C'est devenu la vision commune. Et la deuxième vision commune, c'est le confinement. Et donc, en quelque sorte, l'incertitude. Puisque moi, je suis incertain, je vais copier les autres. Et les premiers qui prennent des décisions servent d'étalons. Et vous voyez, ça change complètement. Nous sommes loin de l'optimisation rationnelle de la politique. Vous voyez, la panique précipite un mimétisme qui est presque rationnel. Je ne connais pas bien comment agir, mais peut-être que les voisins le connaissent. Et vous voyez la nouveauté de la période. C'est vraiment le mimétisme est devenu accentué par les médias, si vous voulez, qui donnent une instantanéité des réactions. Mais est-ce que ça n'est pas caractéristique des crises, puisque Robert Boyer, je le rappelle, vous êtes un économiste qui vous êtes particulièrement intéressé au passage entre la croissance et les crises, et vous avez essayé d'analyser les raisons pour lesquelles les économies traversaient des crises. En période de crise, on copie parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas quoi faire, et donc on fait comme le voisin. Dans les crises financières prenant 2008, on invente des nouveaux produits financiers. Ils sont tellement rentables et tellement vicieux
qui provoquent une bulle. Et les bulles finissent par éclater. La bulle est de taille monumentale. Mais on a toujours su que la Banque centrale était le prêteur en dernier ressort. Donc, vous avez... Prêteur en dernier ressort, qu'est-ce que ça veut C'est-à-dire dire? que, grosso modo, le système bancaire, il faut se souvenir, en 2008, les banques ne savent plus ce que valent leurs actifs parce que ces actifs ne sont plus cotés. Donc, Alors, il faut juste rappeler, Robert Boyer, en quelques mots. En 2008, on a des actifs qui sont en fait à l'origine des prêts immobiliers à des ménages modestes américains et ils ont été titrisés, donc ils sont devenus des actifs avec des faux financiers. prix qui ont fait développer. Donc les banques Des faux prix parce qu'on a spéculé là-dessus. on a inventé les prix par des modèles, et donc plus personne ne sait si on est en passif ou définitif. Alors, on arrête les comptes et la Ce qui est Banque une centrale... situation d'incertitude absolue. Mais là, c'est au sein de la sphère financière. Donc, il suffit d'un plan de recapitalisation publique de l'ensemble des banques pour que reparte la solvabilité. Donc l'incertitude est vite vaincue parce que la crise est contaminée au secteur financier. Alors que vous voyez, le grand drame, c'est la dispersion des dégâts du virus sur tout le système économique. Et vous voyez, donc vous avez un problème très différent de coordination qui était très aisé lorsqu'il s'agit de sauver les banques de Wall Street. C'est-à-dire que d'un côté, on a en fait un système qui en 2008 tient parce que on dit les banques ne feront pas faillite, en tout cas pas toutes, il y a eu des faillites mais très peu. Aujourd'hui, le problème c'est qu'il y a des secteurs entiers, et encore une fois on le voit par exemple avec la restauration et l'hôtellerie qui ont un chiffre d'affaires en baisse, pour ne pas dire complètement nul. Ça veut dire qu'il y a des pans entiers de l'économie, Robert Boyer, qui voient leur activité annulée. Qu'est-ce que l'on fait dans ce contexte-là? Il y a une grande bifurcation. Est-ce qu'on peut imaginer la reprise du trafic aérien, du tourisme, des hôtels, des restaurants? Ou est-ce que, définitivement, du fait que la pandémie va avoir des hauts et des bas, ces secteurs appartiennent au passé. Et vous voyez la grande difficulté. Et les décisions publiques vont influer sur l'une ou l'autre des deux issues. Et vous voyez très bien que... Alors, le dernier point, cette inquiétude est diffusée dans tout le système économique. Les salariés de tous les secteurs s'interrogent. Alors que, vous preniez le Wall Street, et c'était là le cœur de la coordination qui était nécessaire. C'était très simple. La Banque centrale de New York et Wall Street se coordonnaient et vous aviez restauré la confiance. Là, la confiance, elle est dans le public. Allons-nous bien sortir de la pandémie? Quand retrouverai-je la mobilité? Vous voyez. Et du coup, en termes, elle est beaucoup plus complexe que la crise de 2008. Est-ce que ça n'est pas tout simplement ça, la situation, par exemple, dans laquelle est une économie en temps de guerre, l'incertitude? Ah non, parce que en temps de guerre, j'ai beaucoup étudié ça. Il y a eux et nous. Donc la grande difficulté, c'est que la coordination économique est facile au nom de l'impératif de défense, du nous contre eux. Là, lorsqu'on a déclaré la guerre au virus, maintenant, c'est nous qui le portons, le virus. Et c'est un peu délicat, ça ne fait pas l'unanimité, si vous voulez. Et les guerres ont des caractéristiques très particulières, de détruire beaucoup de capital, beaucoup d'humains, etc. Et donc, les périodes de sortie sont assez claires. Par crédit public, on refinance la construction, modernisation. Alors que là, la difficulté de sortie, par quoi va-t-on remplacer les secteurs moribonds? On ne le sait pas bien. C'est l'environnement écologique. Moi, je dirais le grand oublié, c'est le secteur de la santé, quand même, sa réorganisation. Donc, on n'a pas encore les directions qui reposent. Alors que dans les guerres, c'est clair, il s'agit de convertir les avancées technologiques énormes de la période de guerre à la période civile. Et ce qui donne d'ailleurs des années folles. D'ailleurs, ce qui donne... Et vous voyez très bien que les gouvernements aimeraient bien retrouver les années folles, style années 20. C'est-à-dire, grosso modo, la libération de l'angoisse du virus fait éclater des nouvelles consommations. Et c'est ça, nous en sommes très très loin. Presque aucun pays n'expérimente ça. The Economist, le magazine anglais, appelle ça l'économie des 90%, parce qu'il y a 10% malheureusement de l'économie qui est aujourd'hui à l'arrêt. Est-ce qu'on peut se projeter à l'avenir, Robert Boyer, et dire, en fait, ça sera tout simplement cette économie-là, moins 10%? Non, parce que les structures, c'est une économie en cas. Attendez, il y a... Regardez, je regarde les statistiques de vente d'ordinateurs. C'était supposé obsolète, ils ont cru. Il y a ceux qui se portent très bien, les GAFAM. Vous savez, le secteur hôtelier, même de luxe, etc., les restaurants, c'est catastrophique. Donc c'est une baisse, moins 70%. Les ordinateurs, c'est plus 15%. Et vous avez au milieu les secteurs qui vivotent, par exemple la distribution alimentaire. Et donc vous avez une économie en cas. Vous avez chute abyssale, à mon avis, c'est plus de 10, c'est 20%, c'est plus important que ça. Le moyen là, et puis l'élite. Et c'est très difficile d'avoir une politique agrégée,
puisque d'habitude, il y a des petites variations de la croissance, alors que là, vous avez des secteurs en récession et peut-être en disparition, et d'autres en voie. Et le pilotage par les agrégats économiques devient très très difficile. Qu'est-ce que c'est le pilotage par les agrégats économiques ? Vous savez, le taux d'intérêt agit de façon uniforme sur les décisions d'achat de logement, sur les décisions d'investissement. Il va être très bien que pour les hôteliers, vous baissez les taux d'intérêt et la fiscalité, ils ne vont pas investir, mais il n'y a pas de demande. Donc, pourquoi ça rompt la régularité de la... C'est-à-dire que pour le dire autrement, Robert Boyer, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Et c'est ça, en fait, qui rompt le caractère mécanique d'un certain nombre de décisions économiques, parce que, tout simplement, on est dans une situation économique qui est absolument inédite. Exactement. D'autant plus que les prix sont très faussés, puisque le taux d'intérêt réel est presque négatif, si vous voulez. Donc, du coup, alors, le marché ne fait plus son rôle, et les pouvoirs publics n'arrivent pas à percer l'incertitude du futur. On va reparler de la question monétaire et de la question des taux d'intérêt, parce qu'avec les dettes publiques qui grossissent, c'est évidemment crucial. Mais vous notez dans votre livre « Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie » que l'économie de plateforme, les GAFAM, constituent les gagnants, les immenses gagnants de cette période-là. Expliquez-nous, Robert Boyer. Mais ça vient du fait que, d'abord, c'est un secteur qui a mis 20 ans à mûrir, parce que la crise de l'Internet de 2020, c'était déjà les prémices, mais il a fallu... 2000. Il a fallu 20 ans pour développer concrètement les perspectives des technologies de l'information et de la communication. Alors pourquoi ils sont... c'est le système de l'après-guerre, que j'appelle les Fordistes, vivait sur les rendements croissants. Donc le Fordisme, il faut rappeler, les salaires augmentent et grâce aux salaires, tout le monde accède à un pouvoir d'achat important. Parce que les gains de productivité mobilisent le fait que par la production de masse, les prix relatifs baissent. Mais les GAFAM organisent à travers les réseaux de des rendements d'échelle tout à fait considérables. Une fois l'investissement de Google ou d'Amazon fait, le client marginal est satisfait presque à un coût marginal zéro. Là aussi, il faut expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, un client de plus, c'est pas plus de coûts. C'est un coût tout à fait marginal, parce que le coût principal a été l'investissement de plateformes et des logiciels. Ce qui fait que leur capacité d'expansion est tout à fait d'autant plus qu'il y a un phénomène de mimétisme. Je joins Facebook parce que mes amis sont de Facebook. Et vous avez ce mécanisme qui a, en 10 ans, complètement bouleversé le système. On a recréé une poule aux œufs d'or. C'est les rendements croissants grâce aux GAFAM. Dernier point, ils sont internationaux. Donc, les GAFAM ne vivent pas seulement du marché américain, ils vivent de tout le marché mondial, à l'exception de la Chine. Ce qui leur donne une puissance tout à fait... Dernier point, le nerf de la politique, c'est l'information. Et les informations les plus pertinentes, ce sont les GAFAM qui les ont. Et vous voyez très bien qu'il y a un inversement du rôle. Traditionnellement, l'État, dans son appareil statistique, socialisait les informations pertinentes. Maintenant, ce sont les GAFAM qui vous disent si la mobilité a baissé du fait du confinement. En gros, les gouvernements se trouvent dans les GAFAM et dites-moi, que se passe-t-il dans mon économie ? Et vous voyez très bien cette inversion des rôles est sans précédent historique. Robert Boyer, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie, c'est votre livre aux éditions La Découverte et vous nous donnerez votre point de vue sur ce qui se passe à l'échelle internationale avec ces dettes publiques qui grossissent, avec ces tentatives des uns et des autres pour faire repartir la machine économique. Il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. 7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h21 et notre invité, c'est Robert Boyer, le grand économiste. Vous êtes l'un des fondateurs de l'école de la régulation, une école hétérodoxe, donc distincte des théories néolibérales, une école qui s'est efforcée de penser les crises et nous traversons une crise qui, d'après ce que vient de dire Frédéric Seyss, met en relief les failles de notre administration et des politiques sanitaires. Est-ce que c'est la bureaucratie sanitaire qui serait responsable des ratés de la campagne de vaccination ? Votre point de vue à ce sujet, Robert Boyer ? Je dirais que le gaullisme avait dit l'intendance suivra, mais il l'a fait suivre en organisant toute une série de corps techniques qui ont mis en marche une modernisation de la France. Je dirais que le phénomène maintenant est le suivant, c'est que sous la pression du libéralisme, avec l'idée que le public est intrinsèquement plus inefficace que le privé, on a progressivement délégué des tâches de santé publique, par exemple, à des agences indépendantes, pour justement mieux assurer un contrôle du politique. Mais ceci, on a évidé
le noyau dur de l'action publique en créant toute une série de satellites. Et je me rappelle de votre entretien hier sur le Covid, crise d'organisation. On a tellement créé d'entités qu'elles ne sont plus coordonnées entre elles. Et le cœur du système, c'est-à-dire le ministre commande et la politique se décline, a disparu au profit de multitudes d'agences de contrôle de régulation. Donc c'est une crise de l'État français. Il était très verticalement intégré, un État de commandement, si vous voulez. Et il a été décentralisé, mais il n'y a plus de pilote dans la réorganisation. Et la question n'est pas celle du privé. Moi, j'ai vécu en Allemagne, j'ai même été malade en Allemagne. Une coordination extraordinaire entre la médecine de ville, les médecines communautaires et les hôpitaux. Donc, si vous voulez, la question n'est pas le privé et le public, c'est l'organisation de la relation. Et ce qu'on voit dans la crise actuelle, le système ne communique plus. Par exemple, ce matin, j'ai vu que les pharmaciens revendiquent de vacciner ceux qui le peuvent. Et l'administration le dit, on va attendre les normes nouvelles. Donc, vous voyez le problème. On a créé du flou. Et ceci est difficile parce que tout le talent organisationnel a été délégué. Vous avez vu, lorsqu'on a un problème pour tracer le Covid, on a une entreprise à l'extérieur. Pour faire de l'école, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas de programme. On fait appel aux GAFA. C'est-à-dire, grosso modo, vous voyez qu'il y a un creusement de la compétence de l'État qui a externalisé de telle sorte que les acteurs privés qui ont les outils de la politique publique. Et vous voyez le paradoxe du renversement. La politique voit sa stratégie dictée par les privés. Et au contraire, ça serait la réincorporation du privé. Et donc, je trouve que là, c'est des choses... D'abord, la technocratie, non. Je dirais, par le cas d'un cas, manque de technocratie de l'élite sanitaire. Attendez. Mais alors, ça veut dire que vous seriez favorable à un État à nouveau vertical, Robert Boyer ? Non, à une nouvelle planification. Dans un pays où 50% du PIB va en attention publique, planifier les autoroutes, la formation professionnelle, la recherche, l'éducation, la santé, c'est une tâche de l'autorité publique. Et donc mon idée serait coordonner tous les services publics qui font l'adhésion des citoyens. Vous comprenez ? Vous savez que les enquêtes d'opinion montrent que l'hôpital est très valorisé par les citoyens. Parce que, attendez, c'est une institution qui est importante pour eux. L'école, mais c'est très important. Donc, vous voyez, la planification, c'est pas faire émerger des nouveaux GAFAM français. Non, ça, c'est pas ça. C'est donner les services publics grâce auxquels le capital privé pourra prospérer. Bon, mais alors... Et nous avons abandonné... Et regardez le silence du commissariat au plan. Moi, j'ai travaillé dans ma jeunesse commissariat au plan. Je m'attendais à... que le commissariat au plan est dirigé par François Bayrou. Mais vous savez que planification, pour un certain nombre de vos confrères, certains d'ailleurs sont disparus, c'est un gros mot, parce que depuis Hayek, qui a été l'un des grands théoriciens du libéralisme, Hayek considérait que l'individualisme, c'était une attitude d'humilité à l'égard du processus social, et qu'on ne pouvait pas, même lorsqu'on était très intelligent et que l'on dirigeait un pays, on ne pouvait pas planifier l'avenir, que finalement, la meilleure manière d'organiser l'avenir, c'était de laisser les individus choisir. Qu'en pensez-vous, Robert Boyer ? Il visait l'économie tout entière privée. Et là, il n'a pas tort. Y aura-t-il un véhicule électrique ou d'un avion à hydrogène ? Franchement, l'État n'est pas capable de le faire. Par contre, quels sont les services publics collectifs qui sont nécessaires à une économie viable ? Ça, attendez, on peut parfaitement... Par exemple, attendez, une éducation qui serait uniforme et qui ne créerait pas une sélection de l'élite, mais qui serait la formation du citoyen et des compétences, quel que soit le régime qui va émerger, ceci est essentiel. Donc, vous voyez, l'idée, ça serait de concentrer les efforts sur le noyau dur de ce qui fait société et ce qui fait économie compétitive. Et ça peut parfaitement être déterminé. Regardez les pays asiatiques, on peut, les pays scandinaves, on peut trouver, par exemple, mon pays favori, c'est le Danemark. Pourquoi ? Parce que vous avez un secteur public extrêmement développé qui assure la compétitivité d'un petit nombre d'entreprises. En quelque sorte, l'État planifie tous ses services. Et grâce au talent des citoyens qu'on a formés, vous avez des multinationales très performantes. Vous voyez, il y a une division du rôle. L'État défend citoyenneté
et compétitivité, et les entreprises. Donc, l'argument d'Hayek est beaucoup trop général. Vous voyez, à nouveau, c'est marché contre État. Non, non. La planification, c'est l'organisation des services publics sous l'hégémonie de l'État. Mais Robert Boyer, dans votre livre Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie, vous dites que finalement, cette pandémie marque la victoire de l'économie de plateforme. Aucune de ces plateformes n'est française, alors que plusieurs fois, les gouvernements français se sont engagés à faire naître des Google français, par exemple. Pourquoi n'y arrive-t-on pas? Est-ce que justement, ça n'est pas une tâche impossible? Alors justement, l'Europe s'était bien modernisée en copiant les biens. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, il faut se souvenir qu'on parlait du miracle italien-français. Je fais exprès d'évoquer ça, parce que le modèle est devant nous. Là, la grande difficulté est la suivante, c'est une économie de réseau dans laquelle l'innovation n'a pas l'économie de commandement. Vous voyez, on fait des centrales nucléaires, on peut imaginer une innovation par objectif d'indépendance nationale. Mhm. L'économie des réseaux, c'est totalement opposé. Pourquoi? Parce que, grosso modo, elle consiste à tisser des relations entre les individus et, à travers un business model très original, en tirer un modèle organisationnel dans lequel on vend les connaissances accumulées sur les utilisateurs pour la publicité, pour des ventes de logiciels. Donc, on a une économie de réseau. Et deuxième élément, ces réseaux doivent être transnationaux. Et vous avez au prime à les premiers partants. C'est-à-dire, grosso modo, il serait illusoire d'imaginer de faire des GAFAM européens. C'est trop tard. Il faut essayer d'imaginer la prochaine révolution technologique. Et la prochaine révolution technologique pourrait être celle de tous les biens qui contiennent à la santé, la qualité de l'éducation et la culture. Voilà, il faudrait se replacer, et bien sûr l'environnement, anticiper. Et par rapport à ça, on est bien placé? Alors, on est mal placé en Europe parce qu'il y a 27 pays européens et vous n'avez pas de fédéralisme. L'idée de politique industrielle ne plaît pas à le mot partenaire. Donc, on n'a pas l'équivalent des DARPA, on n'a pas l'équivalent des FDA qui, aux États-Unis, pilotent le changement. Et donc, les autorités de régulation américaines. Voilà, et donc nous sommes un peu handicapés par le fait que chaque État-nation défend un fédéralisme lâche. Et vous avez vu que la progression... Qu'est-ce que c'est un fédéralisme lâche? C'est grosso modo, lorsqu'on a le plan européen de juin dernier, ça inaugure un fédéralisme transitoire. Pour le Covid, nous allons mettre en commun nos moyens. Donc c'est un embryon de fédéralisme, de même que la BCE. Mais pour certains, c'est une transition. Une fois que le Covid est fini, alors que pour d'autres, les Français, c'est l'embryon vers un élément. Or, il nous faudrait, dans les politiques industrielles et technologiques, que ça soit l'amorce de mise en commun des éléments correspondants. Alors, par exemple, nous faisons les lois sur l'information et les GAFAM fournissent l'information. Vous voyez l'asymétrie. Il faudrait que nous régulions nos GAFAM à nous. Robert Boyer, le fait d'innover, c'est effectivement une perspective enviable, mais nous allons sortir de cette crise. On a bien compris qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on en sortirait, mais probablement un jour quand même, nous allons en sortir et nos économies seront écrasées par de la dette. Qu'est-ce que l'on va faire? Alors, il faut bien voir que la dette paie une chute du niveau de vie, parce que grosso modo, on a compensé en donnant un revenu tout à fait légitime à des producteurs qui ne peuvent plus produire par décision administrative. Donc, grosso modo, ce n'est pas un crédit qui anticipe sur de la valeur ajoutée future, c'est quelque chose qui compense les risques. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des créances anticipatrices d'avenir. Donc, le grand défi serait suivant, que les nouveaux crédits servent à la relance de l'investissement et de la partie productive de l'économie. Parce que, il y a on a dans l'histoire toute une série, comment en est-on sorti? Bon, premièrement, dans certains cas, l'accélération de l'inflation et l'euthanasie du rentier. On a oublié, mais vous voyez que c'est peu probable avec le destin des banques centrales et la surproduction. On n'aime pas l'inflation. Et puis l'inflation, elle a du mal à reprendre, mais malgré les masses méthodes. Donc, oui. Alors, deuxième élément, regain de la croissance. Et vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une accélération sans précédent de la croissance. Mais parce qu'il y avait des gains de productivité. Mais là, on n'a plus de gains de productivité, sauf celles des GAFAM qui sont mal mesurés. Donc, on a un vrai problème. Je ne vois pas les économies sortir avec 4% de croissance, telle qu'elle est mesurée. Alors là, j'ai un détail technique, parce qu'on sous-estime complètement
la valeur des produits produits par les GAFAM. Donc il y a une erreur, j'ai écrit beaucoup là-dessus, les systèmes de statistiques sont en pilotage automatique, ils sont zombies, on ne sait plus bien ce qu'on mesure. Donc, difficulté. Et donc, vous voyez bien que la difficulté, c'est la socialisation. Et alors, qui porte les coûts? C'est tout simplement les épargnants dont les fonds pour le public un rendement négatif. Donc, ce sont les épargnants allemands. Donc, alors, justement, c'est intéressant, les épargnants, parce que, allemands ou français d'ailleurs, beaucoup de gens ont épargné pendant cette crise, et donc, il y a les classes moyennes supérieures, ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque. Qu'est-ce que l'on peut faire de cet argent, Robert Boyer? La réponse est simple. Imaginez une victoire sur la Covid. Je serai le premier à retourner au théâtre, au cinéma, au club de jazz. Donc, mais vous ne rattraperez pas le temps perdu. Mais alors, on ne rattrapera jamais les pertes de l'intérim. Et donc, ce crédit finance un appauvrissement des sociétés. Donc, et c'est ça qui à mon avis, très... Mais alors, c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, parce que d'un côté, vous n'irez pas deux fois... Attendez, les épargnants, non pas les grands groupes financiers, mais les assurances vie, par un rendement qui est négatif, si vous voulez. Et donc, on a déjà le paiement par le fait que c'est l'euthanasie des rentiers par des taux d'intérêt qui sont réels négatifs. Oui, mais le problème, c'est que l'euthanasie des rentiers, c'est-à-dire l'idée que finalement, la rente ne paye plus, elle va inciter un certain nombre d'individus, de personnes, de fonds de pension à aller chercher des rendements supérieurs, par exemple dans des choses qui sont parfois des fantaisies comme le Bitcoin, avec aujourd'hui un nouveau crack parce que le Bitcoin se casse la figure, cette crypto-monnaie est finalement en proie à une bulle et la bulle a éclaté. Donc est-ce que ça ne va pas accroître plutôt les inégalités entre ceux qui vont se lancer dans des spéculations importantes? Voilà, ces taux d'intérêt suscitent des comportements très risqués. Moi, l'ascension du Bitcoin reste pour moi tout à fait extraordinaire, si vous voulez. Parce qu'on cherche, et vous avez que l'immobilier, par exemple, et le refuge, et non pas l'investissement productif. Donc, plus vous contraignez l'épargne, plus vous promouvez soit des investissements dans la rente foncière, soit dans la rente financière, qui ne rend pas la solution de la dynamique de l'investissement et de la création d'emplois. Et en quelque sorte, les bulles alimentent l'espérance, mais ne résolvent pas les problèmes. Et comme vous savez très bien, on peut très bien dire que l'économie américaine est allée de bulle en bulle. La bulle de l'Internet, la bulle de l'immobilier, la bulle des matières premières. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une alliance économie numérique, biotechnique, méthode de l'avenir, pour une nouvelle bulle. Vous avez vu la flambée des biotech. Mais ceci ne résout absolument pas la réouverture des malls aux États-Unis, si vous voulez. Donc la dynamique de l'allocation du capital n'est pas une solution à la sortie. Mais ça, c'est justement le drame, Robert Boyer, parce que vous dites ça ne résout pas la question des malls, des centres commerciaux. Mais justement, si on n'avait plus besoin des malls et si, avec les grandes plateformes numériques, on avait juste besoin finalement de services marchands qui sont très pauvres en emploi, parce que précisément, s'ils sont productifs, c'est parce qu'ils emploient peu de monde. Est-ce que l'on peut imaginer un futur, un cauchemar de ce type? Imaginez que sous la pression contradictoire des intérêts économiques, les gouvernements soient incapables de vaincre la pandémie. Qu'on aille de stop and go, le troisième confinement, ça ouvre une voie royale aux GAFAM. Tout le monde va recourir au commerce électronique, à Netflix et non pas le théâtre, etc. Donc, si vous voulez, plus les gouvernements seront à la peine pour réouvrir les économies de façon normale, plus va prospérer l'économie digitale. Et des effets sur le lien social. Et par exemple, moi je suis enseignant, absolument dramatique. L'enseignement a changé de nature. Complètement. Donc, vous voyez, pourquoi? Parce que tout simplement, je peux faire des conférences d'1 heure sans voir la tête des étudiants en face de moi. C'est un élément sans précédent de pédagogie. Ça rend dramatique le métier d'enseignant. Et justement, puisque vous en parlez, ces jeunes à qui vous donnez cours par écran interposé, ces jeunes qui vont avoir des difficultés pour entrer dans la vie active parce que le présentiel, comme on dit, est de plus en plus compliqué. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que cette période que nous traversons va avoir des conséquences importantes sur la jeunesse? Ah ben oui, parce que toutes les études du passé montrent que malheur aux générations qui rentrent dans les grandes crises. Cette cohorte-là ne rattrape jamais le passé. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup,
on est en train de créer une ou deux générations, si vous voulez, de diplômés et non diplômés qui ne retrouveront jamais la même carrière. Parce qu'en gros, ceux qui vont sortir après eux seront mieux formés, au salaire, etc. Et donc, ils sont parqués dans des emplois sous-qualifiés. Et ça, attendez, la perte est extraordinaire. Hein. Vous voyez, et donc, vous voyez à nouveau... Du coup, là, je veux dire, le cœur de... Moi, ce qui me semble frappant, et c'est la seule idée que j'aimerais faire partager, mais j'ai du mal. Il n'y aura pas de retour à la prospérité économique sans retour à la sécurité sanitaire. Et alors, l'exemple des pays asiatiques vis-à-vis des États-Unis, regardez, Chine ou Taïwan, pour être plus précis, parce que Chine, c'est trop particulier, versus États-Unis, mais il n'y a pas photo. Vous voyez, l'idéologie qui dit on va arbitrer, un peu plus d'économie, un peu plus de morts, c'est ridicule. Et donc, voilà la grande difficulté, attention. Mais j'ai lu un chiffre effrayant dans votre livre, Robert Boyer, Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie, aux éditions de La Découverte. J'hésite d'ailleurs à le faire partager aux auditeurs. Vous dites que généralement, il faut 40 ans en moyenne pour sortir des grandes pandémies. Oui, parce que des collègues économètres ont fait ça. Les grandes pandémies, celles qui ont fait plus de 100 000 morts... il faut... Alors, parce que c'est dissimulé dans toutes les autres variables. Bien sûr. Alors, les macronistes ne s'intéressaient jamais à ça. Parce que, pour faire l'OFCE, pour faire la prévision, on n'a pas besoin de regarder les pandémies. Lorsqu'on, rétrospectivement, on s'aperçoit des effets extraordinairement durables et deuxièmement, très différents sur les pays. Moi, j'ai été frappé dans cette étude. L'Allemagne et les pays du Nord s'en sortent bien. Pour l'Europe du Sud, c'est catastrophique. Il y a un déclin permanent. Pourquoi ? Parce que sans doute, la réactivité industrielle n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire des économies dans lesquelles l'État a un plus grand rôle, l'État central, alors que les économies plus décentralisées, où vous avez au niveau des Länder, des alliances productives. Donc, alors, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Lorsqu'on révisite les pandémies, par exemple, celle de 1918 est dissimulée par la sortie de la guerre. Donc, on n'a jamais bien pris conscience. Mais si on isole de tous les facteurs, on s'aperçoit que c'était des facteurs moteurs. Alors, dernier point, y compris dans les innovations sanitaires et politiques, y compris dans le fait que, voilà, on invente les quarantaines, on invente les services médecine, etc. Donc, les économies sortent différentes de ces pandémies. Et c'est ce retard des analystes contemporains qui n'ont pas assez fréquenté l'histoire. Et moi, mon conseil, c'est faites attention. Moi, lorsque j'ai vu apparaître une crise sans précédent, êtes-vous sûr ? Moi, je suis allé regarder les crises antérieures. Je suis allé regarder les pandémies. Mais alors c'est justement là aussi, parce qu'on l'entend, Robert Boyer, vous êtes un grand économiste et vous êtes un intellectuel. Et ça n'est pas si courant parmi les économistes, parce qu'aujourd'hui, eh bien, la profession a évolué. Il y avait avant de l'économie politique, et aujourd'hui, l'économie, c'est très spécialisé, est devenu une expertise. Est-ce que ça n'est pas aussi le signe que votre profession et la manière dont elle guide les gouvernements, parce qu'il y a beaucoup de critiques qui sont adressées aux économistes. Qu'est-ce que vous en pensez, Robert Boyer ? Eh bien, je dirais qu'il y a une dérive pernicieuse depuis les années 70. Moi, j'ai beaucoup étudié l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres, c'est une époque absolument extraordinaire. La crise de 29 désarçonne tous les économistes. Schumpeterien, mathématicien, Keynes. Et vous avez un grand concours d'idées. Tous les économistes disent « non, on n'y comprend rien, travaillons pour de nouveaux paradigmes ». Ce qui est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu une sorte de mathématisation qui a été très utile pour clarifier les concepts. Et ça a donné une rigueur que n'avait pas l'économie politique. Mais ces modèles étaient bâtis sur des hypothèses n'ayant aucun rapport avec les économies réellement existantes. Et alors, pendant un certain temps, les économistes ont eu l'illusion que leur modèle expliquait ce qui est arrivé. Arrivent les crises, et je suis impressionné par le silence retentissant de l'économie standard, à part les discussions sur le financement de la dette publique. Silence, parce qu'on s'aperçoit qu'on a congelé l'économie et que l'économie ne fait plus système. Et là, il faut retourner à un problème d'économie politique, un problème d'économie dans lequel, en gros, les régularités macroéconomiques vont venir des décisions multiformes. On n'est plus une économie magnifiquement, ce serait une croissance où la banque internationale, la banque centrale prévoit les taux d'intérêt, une sorte de pilotage cybernétique. Les rouages de l'économie ne sont plus là. Et du coup, mon mot d'ordre favori, les économistes croient que l'histoire économique, c'est l'incarnation des théories. Mais non, l'émergence des théories enregistre la stratification de toutes les crises économiques. Et c'est cette modestie
qui manque totalement à la profession. Mais alors- Vous êtes les servants de modèles, vous croyez comprendre, et les crises vous révèlent que vous n'avez rien compris. Mais alors Robert Boyer, justement, parce que finalement, l'un des enseignements de l'école de la régulation dont vous êtes l'un des fondateurs consiste à dire qu'aucune crise n'est comparable à une autre. Ah, des petites crises cycliques de surproduction, oui. Attendez. Non, il y a des invariants. Mais ils se recombinent toujours avec un système politique, des valeurs sociales, une économie internationale toujours différente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise type. Justement, ce que l'on disait, ce que l'on reprochait au capitalisme, en partie, on voit que ces reproches étaient infondés dès lors que le quoi qu'il en coûte est aujourd'hui un programme qui est plus ou moins respecté dans un grand nombre de pays, Robert Boyer. Oui, alors le quoi qu'il en coûte, on interprète ça faussement comme le retour de l'État. Le retour de l'État, c'est celui que j'ai décrit tout à l'heure de la planification L'État service régulateur. public. Alors que là, c'est l'État assureur des risques systémiques. Vous voyez très bien. En d'autres mots, l'économie se casse et lui, il compense les perdants. Et ça, c'est un État. Et alors, avec l'idée que. Oui, C'est pas mal quand même. Ah, attendez. Sinon, nous serions les rues, enfin, attendez, la famine serait là, donc c'est très bien. Mais il y a une double. Pour certains, c'est le retour de l'État. Mais pour d'autres, c'est l'intermède de l'État qui permet le retour du marché. Alors moi, j'ai lu méticuleusement Hayek. Hayek qui est donc l'un des théoriciens du libéralisme. Dans les notes d'en bas de page, on trouve, si le système se fracture, la catalexie fonctionne, c'est grosso modo... La catalexie, c'est le terme d'origine si grecque. Le mécanisme, ils disent que personne ne connaît l'économie, de l'interaction de chacun émerge d'un équilibre. Il dit, ça, c'est un mécanisme, on ne faut pas y toucher. Mais si par hasard le système s'effondre, il faut alors de l'intervention publique. Et là, personne n'a lu ça dans Hayek. Attendez, Hayek dit, en temps normal, il n'a pas à intervenir. Dans les périodes de décomposition totale, il faut à tout prix que l'ordre constitutionnel, par exemple, sorte de l'ornière l'économie. Alors, oui, j'aimerais faire lire à tout le monde. Faites attention, Hayek n'est pas celui que vous pensez. Mais alors, justement, lorsqu'on voit aujourd'hui que l'économie de la France est encastrée dans celle de l'Europe, qu'il y a un certain nombre de régulations qui ne sont plus à l'échelle nationale, est-il possible de reconstruire tel que vous l'imaginez, tel que vous le dites, Robert Boyer ? Ben là, c'est un chapitre sur la Constitution européenne, on est à mi-chemin. On a une institution fédérale qui est la Banque centrale européenne, mais il reste 27 ministres des Finances. Et on voit bien que la question serait de constituer un noyau de politique économique au niveau européen. Et là, vous voyez très bien que l'autonomie nationale, l'Europe du Nord n'est pas d'accord pour partager les mêmes risques avec l'Europe du Sud à titre permanent. Donc notre question est la suivante. En théorie, nous avons l'un des plus grands marchés au niveau mondial. Enfin, il faut se méfier parce que l'Asie est en train de supplanter, mais nous n'avons pas unification des politiques. Du coup, nous n'avons ni politique industrielle, ni politique offensive, si vous voulez, qui permettrait à l'Europe de constituer comme un continent qui pèse dans la redéfinition des règles mondiales. Et c'est ça, à mon avis, la faiblesse. En gros, nous sommes au milieu du gué. Il y a coordination, mais pas suffisamment pour que l'Europe soit une Europe puissante. En quelque sorte, l'euro a distrait les Européens de devenir une nation, une puissance mondiale. Vous voyez, on a dit non, l'euro est tellement difficile à gérer, nous allons essayer de gérer nos problèmes domestiques. Et là, on s'aperçoit que cette vision interne nous nuit dans le grand redéploiement géopolitique dont les Européens sont les spectateurs. Mais alors, est-ce que ça veut dire, car c'est bien souvent ce que l'on lit, par exemple dans la presse américaine ou dans la presse anglaise, Robert Boyer, que cette crise est d'ores et déjà une grande victoire de l'économie chinoise ? De l'Asie. Parce que moi, j'ai étudié à nouveau, même dans la gestion de la... Mais pas tellement du Japon. Attendez, laissez-moi vous dire si vous avez un peu de temps. Si, parce que le Japon explore. Attendez, je vais défendre le Japon. Parce que d'abord, la crise qui arrive en 2000, à la suite d'une bulle immobilière, montre que l'incapacité de pouvoir public à la résoudre fait que vous avez une économie en stagnation. Le niveau de vie est stagnant. Mais la chose qui est extraordinaire, c'est que tout l'endettement va à la consolidation de la couverture sociale. Donc, à quelque chose, vous avez une économie riche, qui ne progresse plus, mais dont tous les dividendes sont actualisés pour organiser les services publics, la solidarité, le vieillissement. Et donc, paradoxalement, il nous décrit une économie dans laquelle l'allongement de la vie en bonne santé devient le critère essentiel. Alors, les Japonais ont toujours paru comme en retard, et vous apercevez que son mécanisme
endettement cumulatif auprès de la Banque centrale, etc., pour soutenir un modèle en stagnation, mais c'est exactement ce qui est en train d'arriver aux pays européens. Donc, il faut bien comprendre le Japon. C'est moi, parce qu'il y a beaucoup de clichés. Et on ne regarde pas sur les clichés. Il faut regarder méticuleusement les leçons, y compris des mauvais élèves. Votre leçon, Robert Boyer, ce sont les capitalismes à l'épreuve de la pandémie. Votre livre aux éditions de la Découverte. On va entendre 2 autres leçons, je vous le propose. Robert Boyer, mes camarades Hervé Gardette et Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume Erner. 2 autres leçons de mauvais élèves. Ouais, mais alors, en tout cas, vous allez célébrer... non, mais parlez pour vous, Hervé. Oh, dites donc. Surtout que vous allez célébrer, Hervé, le retour de l'un des emblèmes des 30 Glorieuses. La 4L. Et vous, Géraldine Mosna-Savoie, votre père vous a écrit un message hier. Oui, avec beaucoup de points de suspension. Je me suis donc demandé ce qu'il cherchait à me dire. Dans quelques instants.